pompiers, comme nous avons un commissariat ou un sous-commissariat dans chaque section ou comme nous devrions avoir, hein, nous devrions avoir de commissariat ou sous-commissariat dans chaque section communale. Mais également, cette loi avait visé une autre opportunité, celle de favoriser l'intégration professionnelle des jeunes. Nous avons un pays où le chômage est estimé à 75-80%. C'est vrai, il n'y a pas une institution, je dirais, spécifique qui donne les chiffres, mais le chômage en Haïti est ce qu'il est. Et j'avais proposé justement que nous profitions de cette loi pour faciliter l'intégration professionnelle des jeunes. Ce qui a été dit, ce qui est dit dans cette loi, un jeune qui aura terminé ses études classiques, donc en philo, et qui n'aurait pas la possibilité d'aller à l'université, soit à l'université publique, l'État, ou une université privée, ce jeune-là se mettrait à la disposition du service national des sapeurs-pompiers comme volontaire pendant une période de 2 ans. Au terme de 2 ans de service volontaire, donc l'État aura pour responsabilité soit de financer ou d'accompagner le jeune en question à ce qu'il ait une profession, soit dans une école professionnelle, soit dans une université, et au thème de ces études justement que l'État puisse faciliter l'intégration professionnelle de ce jeunes en question. Donc voilà le socle qui compose cette proposition de loi parmi les 3 que j'ai proposées lors de la 49e. Pendant la 50e législature, j'ai eu à proposer 3 autres propositions de loi, et entre autres propositions, c'est une proposition de loi justement qui répond à une préoccupation des Haïtiens. Préoccupation en termes de transparence, préoccupation concernant la corruption qui domine, je dirais, la vie de ce pays. Et cette proposition de loi avait pour objectif, disais-je, de faire de la transparence. J'étais député pendant 2 législatures, mais j'ai entendu tout et n'importe quoi concernant le privilège d'un député. Parfois, certains avancent qu'un député gagne 1 million de goudes. Aujourd'hui, 1 million de goudes, c'est 7 à 9 000 $ américains, à peu près 6 000 €, 1 million de goudes, puisque avec la dévaluation de la goutte, de la monnaie locale par rapport au dollar américain. Donc, oui, on dit parfois un député gagne 1 million de gouttes par mois, parfois d'autres disent c'est 2 millions, etc. Parfois, j'entends certains disent qu'un président de la République ou un ministre gagne 3 millions de gouttes, etc. Bref, donc, je me suis dit, c'est le fait qu'il y a une structure opaque, c'est le fait justement qu'il n'y a pas de la transparence, puisque ça ne peut pas être un secret de dire combien gagne un député, combien gagne un sénateur, quels sont les privilèges. Si vous me permettez, M. Descollines, si je comprends bien, tout ça pour vous, ce sont des subterfuges. Non, je ne dirais pas. Au contraire. Au contraire. La majorité de ceux qui expriment cette préoccupation, je trouve qu'ils sont de bonne foi. Puisque en n'ayant pas cette information,
Donc, il s'apprête à toute forme d'interprétation. Il encaisse tout et n'importe quoi. Donc, la responsabilité de l'État, la responsabilité des gouvernants, c'est de pouvoir être transparent. Je suis député, voilà mon salaire, voici les privilèges. Puisque ça n'est pas anodin, et ceci dans toutes les démocraties, même dans les régimes théocratiques, même dans les régimes où c'est la primauté de la religion, même dans les régimes totalitaires, quand vous êtes un dignitaire de l'État, vous avez des privilèges. Donc ça n'est pas un secret. Donc cette proposition de loi, c'est une proposition de loi, comme j'ai expliqué tantôt, qui répond à cette préoccupation où, dans cette proposition de loi, j'avais exigé que l'État, à travers le gouvernement, fasse, à travers le journal officiel du pays, le Moniteur, la publication de tous les budgets en ayant soin de détailler point par point les privilèges des hauts dignitaires de l'État, qu'ils soient parlementaires, ministres, directeurs, chefs de service, etc. Ok, mais par contre, il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est que vous parlez surtout de propositions de loi. Est-ce que vos lois ont-elles été acceptées et appliquées? Deux d'entre elles ont été votées. Deux d'entre elles ont été votées, appliquées, non. Peut-être même pas promulguées, alors. Même pas promulguées. Ah oui. Peut-être un peu plus tard dans cet entretien, quand nous aurons à parler peut-être de la crise actuelle en ce début d'année 2021, la crise politique, où il n'y a pas de parlement, il y a pas un gouvernement constitutionnel, il n'y a que le président qui s'installe sur son trône. Bref, donc il est le seul maître à bord, et je pourrais vous donner quelques explications, parce que une loi votée au Parlement, une fois que le président n'aura pas fait objection au terme de 8 jours francs, c'est ce qui est dit dans la Constitution, il a l'obligation de promulguer cette loi. En ce qui concerne les deux lois que j'ai proposées, elles ont été votées au Parlement, transmises au président de la République qui est habilité justement à les promulguer, à les faire promulguer, sans avoir produit aucune objection. Il ne l'a pas fait parce que tout simplement, il y a malheureusement dans notre vie de peuple, dans notre gouvernance, une question de Campam, Mounpam. Et qui est-ce qui fait loi? Comme monsieur Panan Campam, donc voilà, je ne vais pas visibilité, je ne vais pas publier. Donc, voilà une des raisons pour laquelle ces lois ont été votées mais n'ont pas été promulguées. Pour ce qui est de mes réalisations au niveau de ma circonscription, puisque là encore, je m'accroche à ce concept du droit et parlementaire et courroie de transmission. C'est vrai, et quand vous êtes député, vous êtes là pour légiférer, pour contrôler l'action du gouvernement, mais vous avez la responsabilité également de faire en sorte qu'il y ait des projets structurants, durables dans votre communauté. Et en ce sens, autant que faire se peut, je me suis battu justement pendant 2 législatures pour permettre à ce que Mirebalais puisse bénéficier d'un certain nombre de projets. C'est sur mes 2 mandats que Mirebalais ait pu bénéficier d'un centre professionnel public, le premier à travers ce département. C'est sur mon mandat que Mirebalais ait pu bénéficier d'un parc sportif, le parc Bayas. C'est sous mon mandat que j'ai usé de mon pouvoir, de mon influence, de mes influences, que Mirebalais
ait bénéficié de la construction, je dirais, de plusieurs écoles nationales, mais également d'un bureau de la DGI, donc la DGI pour les impôts, l'institution qui perçoit les impôts. Également, j'ai pu contribuer à ce que nous ayons à Mirebalais, mais dans le plateau central, un premier centre d'université publique, l'université publique du centre, puisque il y a deux types d'universités publiques sur la responsabilité de l'État en Haïti. Ce sont les facultés regroupées au sein de l'Université d'État d'Haïti, mais il y a ce qu'on appelle les universités publiques en région. D'ailleurs, c'est un concept emprunté à la France. Les universités publiques en région, c'était une façon de permettre au département, aux jeunes des départements de pouvoir avoir accès justement à des études universitaires. Donc en 2012, j'ai pu contribuer justement à ce que le département ait l'université publique du centre. Et j'ai beaucoup investi également dans mes démarches à travers les différents budgets afin de permettre que les zones, des localités, des sections communales puissent bénéficier de l'électricité. Je ne vais pas m'enorgueillir, mais je crois savoir que Mirebalais est peut-être l'une, si ce n'est pas la seule, à avoir 4 sections communales. Le centre-ville est 4 sections communales qui sont électrifiées, je dirais, en grande partie. C'est à la faveur, justement, de mes démarches dans les différents budgets et des fonds ont été consentis, justement, pour l'installation de ces réseaux. D'accord. Bon, nous avons parlé de beaucoup de choses. L'émission se poursuit. Chers amis, chers téléspectateurs de Trans TV International, c'est que M. Decoline est toujours là pour pouvoir nous donner des explications, ces explications concernant l'évolution de sa circonscription. Mais M. Decoline, actuellement, nous savons qu'il y a un grave problème en Haïti, c'est ce qu'on appelle le népotisme. Quelle est votre position par rapport au népotisme? Est-il une forme de corruption ou de trafic d'influence? Bien évidemment, c'est pas une forme de corruption, c'est de la corruption. Le népotisme, et le népotisme sous toutes ses formes, le népotisme d'État, mais également le népotisme, je dirais, au sein même de la société. Le favoritisme même apparaît comme une forme de corruption. Bien évidemment, il n'est pas interdit quand on est au pouvoir de faire appel à ses amis. Toujours est-il, il faut que vos amis aient la capacité d'assumer la responsabilité pour laquelle vous faites choix de votre ami ou de vos amis. Or, c'est le contraire en Haïti, malheureusement. C'est le contraire en Haïti. Le type est député, il est sénateur. Ben, écoutez, il a sa petite copine ou il a son cousin ou son frère ou son ami qui ne connaît rien dans l'économie et il peut carrément user de son pouvoir et demander à ce que son ami qui ne connaît rien en économie soit nommé au ministère de l'économie, soit comme comptable public, soit comme directeur. C'est malheureusement une constance dans notre vie de peuple, cette affaire de népotisme, cette affaire de favoritisme. Nous avons beaucoup à faire justement et c'est cela
un des éléments pour lesquels nous nous battions au sein du collectif des anciens députés de l'opposition, c'est fait en sorte que nous puissions arriver à établir ce paradigme-là en Haïti, à savoir donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, puisque on ne peut pas vouloir être chauffeur sans que vous n'ayez passé dans une école pour apprendre à conduire. Vous ne pouvez pas être placé, je dirais, ministre de la Santé sans avoir aucune idée. Vous pouvez ne pas être médecin et être ministre de la Santé, mais il faut pour cela qu'il y ait des techniciens à vos côtés qui puissent vous aider justement à bien faire et à mener cette politique. Donc oui, le népotisme, c'est un des mâles d'Haïti, puisque le népotisme entraîne la corruption, le népotisme encourage le sous-développement, le népotisme entraîne la misère, puisque quand c'est le népotisme, le favoritisme qui caractérise le poids de la gouvernance dans un pays, peu importe ce pays, au lieu d'aller de progrès, ce pays est appelé à être régressé. D'accord. Bon, je pense que nous vivons dans un système de corruption généralisée, active, etc. Mais en parlant de ça, M. Decoline, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le salaire d'un député haïtien? Alors, le salaire d'un député haïtien est de 97 000 gouttes. En dollars américains, ça représente quoi? En dollars américains, aujourd'hui, ça, c'est même pas en dollars américains, 97 000 gouttes. Aujourd'hui, c'est 72 gouttes pour un dollar. C'est à peu près 1000 $. 1000 $ américains. 1000 $ américains. Ok, c'est le salaire. C'est le salaire brut. Le salaire brut. Voilà. Net, c'est 69 000 gouttes. Ok, qui représente en dollars américains, si on fait la conversion. Après, écoutez, je ne suis pas calé. 800, 900 $. En effet, oui. Ok, ouais. Sans compter les privilèges. Maintenant, il y a les privilèges. Les privilèges, les maisons de fonction, voitures, et tout ce qui est à côté, quand même. Si on additionne tout, ça fait un très bon salaire. Je vous explique. Les privilèges. Okay. Quand vous êtes élu député, en tout cas de mon temps, vous avez une subvention de l'État pour l'achat d'un véhicule. C'est une subvention. Oui, ok. On ne donne pas un véhicule à un député ou à un sénateur. Cette subvention était, lors de ma première législature, de 19 000 $ américains. D'accord. Et la 50e, c'était passé à 25 000 $ américains. Donc, évidemment, j'imagine que vos téléspectateurs, que ce soit en France ou ailleurs, connaissent la réalité d'Haïti. Un véhicule à 19 000 $ ou 25 000 $, c'est un véhicule d'occasion. Donc, pour vous procurer d'un véhicule, évidemment, neuf, et qui puisse vous permettre d'exercer des déplacements à travers vos circonscriptions, ça avoisinerait, je vous donne les tarifs les plus bas aujourd'hui. Pour un véhicule Nissan Patrol, le dernier, en fait, c'est pas le dernier modèle. Le dernier modèle aujourd'hui avoisinerait 70 000, 80 000 $ américains. Okay. D'accord? Le modèle standard, c'est 54 000 $ américains. Ce qu'on appelle Zoreca, les Land Cruiser, ça avoisinerait 70 000, 75 000 $ américains. Maintenant, les autres véhicules
et modèle encore Land Cruiser et non-orecain, c'est 134 000 $ américains, mais comme vous êtes parlementaire, entre autres privilèges, vous avez également une franchise douanière. D'accord. Voilà. OK. Une franchise douanière. Donc, si vous achetez un véhicule qui, le prix normal, c'est 70 000 $ américains, avec la franchise, ça peut vous coûter dans les 40 000. D'accord. Dans les 40 000. Donc, voilà. Et puis, vous avez chaque mois une subvention en termes de carburant, 25 000 goudes. 25 000 goudes, aujourd'hui, c'est 200 $ américains. 200 $ américains. OK. Et des cartes de recharge, 20 000 goudes. De téléphone. De téléphone, OK. Cartes de recharge. Et vous avez une subvention annuelle, effectivement, pour permettre, puisque dans l'esprit du législateur, le député ou le sénateur n'est pas de Port-au-Prince. Et comme de fait, effectivement, quelqu'un qui est député ou sénateur n'est pas de Port-au-Prince. Puisque si, dans l'esprit du législateur, si je suis élu dans le Sud, donc je suis à Port-au-Prince dans le cadre de ma fonction. OK. Voilà. Et c'est pourquoi il a été décidé une subvention annuelle de 500 000 goudes. D'accord. Voilà, de 500 000 goudes pour permettre aux députés de louer une maison. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme privilège? Parce que rien n'est anodin, parce que c'est ça le devoir de la transparence. Vous savez, moi tout le temps je dis à mes collègues, mais pourquoi cacher cette vérité? Puisque c'est le fait justement de cacher la vérité et que nos concitoyens pensent que nous sommes les budgétivores de la République. Ou bien des nantis. Des nantis Okay. de la République. Donc, c'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Donc, ce qui m'amène à conclure, il est vrai, il est dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je dis très souvent à mes interlocuteurs, quelqu'un qui est élu député en Haïti, au thème d'un mandat de 4 ans, si celui qui est élu, une fois élu, alors je n'ai pas dit également, l'État paye un bureau pour chaque député. Dans sa circonscription. Dans sa circonscription, avec Okay. un personnel de 8 membres. D'accord. Voilà, 8 employés. Okay. Contractuels, hein. Contractuels. Okay. Voilà, pendant la durée du mandat. Et une subvention pour louer un local. Un local. 100 000 Okay. gouttes. Voilà. Et je dis, un député qui est élu, une fois élu député, si celui qui est élu député, il dit, écoutez, je viens d'être élu, j'ai dépensé pas mal de sous et je n'entends pas retourner aux élections, je vais tout garder pour moi. C'est évident, à la fin de la législature, il aura une économie. Mais quelqu'un qui est... cela veut dire que légalement... Légalement, sans D'accord. corruption. Okay. Il aura une économie. Mais quelqu'un qui est élu et une fois élu, qui aspire à sa réélection, ben, si vous aspirez à votre réélection, tous ceux que vous avez reçus en termes de privilèges, vous avez l'obligation, malgré vous, de les partager à vos mandants. Parce que la réalité en Haïti, quand vous êtes député ou sénateur, si après l'émission, je vous fais voir mon téléphone, je suis à 10 000 kilomètres, je reçois des textos, des emails, des WhatsApp, des appels, etc., qui sollicitent M. Abel Descollines pour les fêtes de fin d'année. Oui.
Donc vous êtes sollicité par des simples citoyens, par des associations, vous êtes sollicité quand il y a l'école à payer, des parents qui ne peuvent pas s'acquitter justement de cette attribution, vous êtes sollicité quand il y a un malade dans la famille où on ne peut pas